Bienvenue sur les antennes de Radio Territoria, Bâti Radio, ravi de vous faire vivre cette 6e date de la tournée régionale Renault Tour. En attendant le forum Renault Days, vous pouvez retenir d'ailleurs la date, les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles. Nous sommes en Gironde, à Bordeaux, rive droite, dans le quartier de la Bastide. Nous sommes accueillis sur l'écosystème Darwin, installés, messieurs, dans une ancienne caserne, la caserne Niel, construite à la fin du 19e siècle, désaffectée puis éco-réhabilitée, avec un modèle hybride regroupant à la fois des activités économiques, culturelles et sociales. Darwin est devenu un haut lieu du street art et de la glisse notamment. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà le cadre dans lequel nous sommes pour évoquer les contextes, les enjeux locaux, la réglementation, mais aussi les aides en matière de rénovation énergétique. Autour de moi, 3 intervenants. Laurent Nataf, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Cofondateur et président d'Omelior, une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique avec des solutions clés en main pour améliorer la performance énergétique des habitations. On en reparlera évidemment tout à l'heure dans un instant. Julien Kozik, bonjour. Bonjour. Responsable pôle habitat du Centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine, le CREAC, association loi 1901, acteur majeur de la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine. Merci également de répondre à nos questions. Thomas Page, bonjour. Bonjour. Président du club Rénovation énergétique à la FFB Gironde, également vice-président de l'organisme de qualification et certification Qualibat et dirigeant aussi d'une entreprise dans le domaine de la rénovation énergétique. Tout à fait. Voilà, comme ça c'est clair. Cette table ronde également, elle se déroule en public. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Merci de votre attention. Vous pourrez tout à l'heure, à l'issue de cette table ronde, on ajoutera 5 minutes supplémentaires. Vous pourrez directement interpeller donc nos 3 invités. Messieurs, quand on parle de contexte, on en a parlé il y a quelques instants avec la parole donnée aux artisans, mais quand même une information d'actualité. Des professionnels artisans, mandataires et particuliers ont exprimé leur inquiétude face à des retards dans les traitements des dossiers MaPrimeRénov'. Ils se sont retrouvés devant le siège de l'ANA. C'était lundi, évoquant évidemment des impacts lourds sur leur activité. De son côté, l'ANA a répondu et a rappelé que le dispositif a permis de financer 2 500 000 rénovations depuis 2020, tout en reconnaissant un allongement des délais en lien avec l'afflux de dossiers, le renforcement des contrôles antifraude et un contexte budgétaire rendu tendu. Je vais vous donner la parole à tour de rôle, mais j'avais déjà envie de savoir quelle était votre réaction par rapport à cette manifestation devant le siège de l'ANA. On peut commencer avec vous, Laurent. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y avait un moment besoin de pouvoir en fait s'exprimer au nom des professionnels. Chez Omelior, donc on a nous commencé à faire des demandes MaPrimeRénov' auprès de l'ANA depuis 2021. C'est des problèmes qu'on a connus déjà depuis 2022, donc des délais de traitement très longs, notamment sur l'obtention de la lettre d'octroi qui nous permet en fait de lancer les travaux et donc d'avoir la réservation de la prime pour le particulier, et également des délais de paiement qui sont extrêmement longs et des contrôles alors qui sont obligatoires évidemment, mais qui sont clairement mal gérés. C'est ce qu'on a pu voir. Le grand changement qu'on a vécu, c'est qu'en 2024, l'ANA a réintégré également la rénovation d'ampleur, c'est-à-dire le bouquet de travaux qui était avant géré par les certificats d'économie d'énergie, avec ce nouveau dispositif non plus traité par l'ANA centrale à Paris, mais par les directions départementales, qui est peut-être depuis le début des subventions de la rénovation énergétique le dispositif le plus intéressant pour les particuliers, avec le niveau de prime le plus élevé, qui permet en fait d'obtenir des primes allant jusqu'à 63 000 €, donc ce qui est totalement énorme, mais derrière des délais d'obtention de l'aide d'octroi très longs, des délais de paiement très très longs et surtout aucune visibilité pour les pros ou pour les particuliers. Julien Kozik, la réaction du côté peut-être du CREAC par rapport à cette manifestation de lundi? Oui, tout à fait. Moi, je ne peux que être d'accord avec ce qui est dit. Moi, en tant que... je gère le service France Rénov' au sein du CREAC. Donc, on a une équipe de conseillers France Rénov' qui accompagne, conseille les particuliers et qui les envoie. Voilà, notre rôle, c'est d'aider les particuliers à faire des choix techniques et ensuite de les aiguiller vers les différents dispositifs d'aide financière. Et donc, on a souvent des retours de la part des particuliers et des professionnels sur, on va dire, ce parcours administratif qui est très chronophage et très complexe, effectivement.
Thomas Page? Nous, évidemment, on constate tous ces dysfonctionnements, mais à la FFB, on est plus une approche à vouloir essayer de co-construire et trouver les solutions, plutôt juste dire il n'y a qu'à Faucon, donc on est plus dans des échanges de dialogue et essayer de trouver les solutions. Parce que comme vous l'avez dit, il y a à la fois des instructions qui se font au niveau national, mais d'autres qui se font au niveau local. Et en l'occurrence, notamment sur le territoire de la Gironde, on essaie de trouver en local ces solutions-là, parce qu'effectivement, il y a plus de 180 délégataires de l'ANA sur tout le territoire, et ça avec eux, on le voit pour ceux qui exercent sur la Gironde, il y a 2 délégataires, Bordeaux Métropole et le conseil départemental, et rien que sur notre territoire, on voit que suivant qui instruit, le niveau, on va dire, de prestations et de qualité n'est pas du tout le même. On y reviendra dessus. Donc l'idée, c'est de voir plutôt comment... le constat, il est là et on est tous d'accord, mais c'est de se dire comment on peut essayer d'améliorer les choses. C'est comme le disait Anthony tout à l'heure, si on veut que les Français aient confiance et envie de se lancer dans la réno énergétique, il faut aussi qu'on puisse montrer, bien sûr on parle de ce qui ne fonctionne pas, mais aussi parler de ce qui fonctionne et comment on peut faire que ça fonctionne encore mieux. En tout cas, nous, c'est notre approche. On parlait, quand on a préparé cette table ronde, du nombre de dossiers qui étaient bloqués. On peut en parler, ne serait-ce que pour la région de Nouvelle-Aquitaine, ou en tout cas le département de la Gironde? Ouais, donc du coup, avec la FFB, que ce soit Gironde ou Nouvelle-Aquitaine, on a des échanges avec les représentants de l'ANA, donc à l'occurrence au niveau régional, l'Adréal. Et les remontées qu'il y avait, c'est que pour le coup, là, on ne parle pas de rugby, on parle de traitement de dossiers. La Gironde était le plus mauvais élève, avec le département et le plus de dossiers en souffrance. Si on raisonne, et tu as peut-être des infos plus récentes que les miennes, mais sur avril, il y avait à peu près 1000 dossiers en souffrance. Il y a même les mares qui ont reçu un courrier, donc là je parle juste du conseil départemental, qui annonçait courant avril qu'il y avait plus de 800, donc à leur niveau à eux, 800 dossiers en souffrance, et qui représentaient à peu près 6 mois de délai pour les instruire. Ça veut dire que pour une entreprise et donc un particulier, à mi-avril, on sait que déjà avant novembre, si justement des solutions concrètes ne sont pas trouvées, il n'y a aucun dossier nouveau qui sortiront. Alors on va en parler évidemment, mais je vais continuer le tour de table. On va en parler des solutions que vous pouvez être amené à proposer. Mais très concrètement, c'est quoi les répercussions sur les entreprises? Les répercussions, elles sont sur les différents niveaux. C'est évidemment, donc du coup, si les dossiers sortent pas, les carnets de commandes se réduisent. On parlait tout à l'heure de la trajectoire de la rénovation énergétique. Si on se projette à 2030-2050, effectivement, par rapport aux objectifs de neutralité carbone, il y a des belles perspectives. On parlait de 600 000 emplois créés dans les dizaines d'années à venir. Mais nous, les entrepreneurs, la plupart, on a des carnets de commandes à 6 mois. Et quand on veut investir dans le capital humain et former, bien souvent, on recrute des débutants que l'on fait monter en compétences. Il faut qu'on puisse se projeter sur plusieurs années. Et quand on a une visibilité de quelques mois, c'est très compliqué. Donc les impacts, ils sont à la fois sur du court terme et du long terme. Julien Kozik, en quelques mots, est-ce qu'on peut parler du rôle du CREAC, de France Rénov aussi en Gironde? Alors, effectivement, le CREAC anime certains dispositifs France Rénov, donc plateforme France Rénov sur différents territoires en Gironde. Comme je le disais tout à l'heure, le rôle d'un conseiller France Rénov, c'est de conseiller le particulier, donc de l'aider à faire des choix techniques, de l'aider à définir un projet de rénovation énergétique sur les questions d'isolation, de choix de système de chauffage, en passant par la ventilation et les énergies renouvelables, et ensuite de l'aiguiller vers les différents dispositifs d'aide financière qui l'aideront à mener à bien son projet de rénovation énergétique. Voilà, c'est ça le rôle du conseiller France Rénov. Il faut voir ça comme le service public de la rénovation énergétique. C'est gratuit pour le particulier, donc on invite, moi j'invite les entreprises, si effectivement vous êtes face à des particuliers qui sont indécis, qui trouvent ça complexe, tout ça, n'hésitez pas à les renvoyer vers les espaces conseil France Rénov. Nous, notre rôle, c'est de l'aider à y voir plus clair, de le prendre par la main, de le rassurer et de l'envoyer dans la bonne direction. Oui, parce que la question, c'était de savoir justement comment est-ce qu'on pouvait aider à simplifier un parcours qui peut être souvent perçu comme complexe. C'est vous qui avez utilisé le mot. Oui, tout à fait. Oui, les parcours de rénovation énergétique, quand on fait appel aux aides financières, peuvent être assez complexes, effectivement. Puisque vous parlez des aides, comment elles s'articulent, des aides locales et nationales? Y a-t-il des compléments aussi qui existent dans le département de la Gironde?
Alors, il y a, on va dire, les aides socles, qui sont les aides de l'État. On va parler de MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie ou de l'éco-prêt à taux zéro, pour citer les principales. Et ensuite, certaines collectivités vont apporter des aides financières supplémentaires. Il y a notamment Bordeaux Métropole, qui finance, qui apporte un complément d'aide financière qui peut être très intéressant pour les projets de rénovation globale, mais pas que. Et on a Lacano, je sais, qui travaille sur un nouveau dispositif d'aide financière à venir, et on a certaines collectivités, par exemple, certaines communes qui ont voté des exonérations partielles de la taxe foncière. Enfin, il y a tout un éventail d'aides financières, et ça, malheureusement, on n'a pas un endroit, un site internet qui va faire une simulation et qui va vous donner de façon exhaustive l'ensemble des aides financières qui existent pour tel et tel projet. Donc ça, soit l'entreprise est au courant, ou soit le conseiller France Rénov' intervient et donne la bonne info. Laurent Nataf, je disais cofondateur donc, et président d'Omelior. Alors vous vous positionnez comme un guichet unique finalement pour la rénovation énergétique. C'est quoi votre rôle finalement, très concrètement, dans l'accompagnement et d'un côté des particuliers et de l'autre des pros? Alors, tout d'abord, oui, un guichet unique, c'est-à-dire que l'objectif pour un particulier, au vu de la difficulté en fait d'entamer un projet de rénovation énergétique, c'est qu'il puisse avoir un seul interlocuteur. Un interlocuteur qui puisse les conseiller évidemment au niveau technique, qui puisse les accompagner sur la réalisation de leur DPE, qui puisse leur permettre également de bénéficier de l'ensemble des aides disponibles pour justement payer cette rénovation énergétique, qui puisse les accompagner jusqu'à la livraison du chantier, le financement en fait de ces aides. L'idée, c'est vraiment de simplifier le parcours. Clairement, aujourd'hui, sur un projet de rénovation d'ampleur, on le voit, c'est des projets qui peuvent durer 6 mois, 8 mois, jusqu'à 1 an pour certains, et pour un particulier, il ne sait pas trop par où commencer, il ne sait pas gérer, je le comprends, parce qu'il y a tout un tas d'interlocuteurs. Il peut y avoir également plusieurs entreprises qui vont intervenir par corps de métier pour faire les travaux, donc c'est toujours très compliqué. Donc le but, c'est vraiment de leur proposer une simplification de ce parcours-là, en ayant un interlocuteur qui va les accompagner tout au long de cela. Et pour les pros, c'est un petit peu pareil. Nous, on part du principe en fait qu'un professionnel de la rénovation énergétique, son rôle déjà premier, c'est de réaliser des chantiers de rénovation énergétique et de le faire dans les règles de l'art. Et c'est pas si simple. Et c'est déjà un gros travail. Donc, si en plus tous les professionnels de la rénovation doivent avoir des services administratifs qui vont gérer les aides, qui vont faire du recouvrement pour aller récupérer les sommes non payées par l'ANA, qui vont faire du contrôle, enfin tout ça, ça devient très compliqué pour eux. Donc, pareil, on se propose d'être un guichet unique pour eux, de les accompagner sur l'obtention de ces aides, sur donc toute la partie administrative qu'on peut avoir avec l'ANA, et on va également jusqu'au financement de ces aides, c'est-à-dire l'avance des primes, C2E ou des primes de l'ANA. Ouais, vous avancez les aides pour vos clients. Tout à fait. Ok, et d'ailleurs, vous développez aussi une offre d'avance de MaPrimeRénov' pour les professionnels. qui sera officielle dans les prochaines semaines. Et en fait, on se rend compte en fait que les délais se prolongent, et surtout sans aucune visibilité. Aujourd'hui, pour un entrepreneur, dire je vais avancer la prime pour mon client et ne pas savoir quand est-ce qu'elle va être payée, c'est totalement ingérable. On peut pas piloter une entreprise de cette façon, que ça dure 1 mois, 2 mois ou 6 mois. S'il n'y a pas de visibilité, on peut pas le faire. Et donc là, on se rapproche en fait d'une grande banque française pour justement proposer à ces entrepreneurs de pouvoir leur avancer la prime 48 heures après la vérification du chantier. Alors, quand on a préparé aussi cette table ronde, vous me disiez que vous refusiez certains projets quand l'isolation n'était pas priorisée. C'est quoi l'idée derrière ce choix et cette volonté, et comment c'est perçu aussi par les clients? Déjà, il faut partir du principe qu'une rénovation énergétique, à la base, c'est un client particulier. Pour la plupart, donc un propriétaire, pour qui son projet immobilier, c'est souvent le projet de toute une vie. Donc notre rôle premier, c'est de pouvoir le conseiller et de l'accompagner. Pour l'exemple qu'on donnait, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui entendent parler de pompes à chaleur, notamment pour les maisons individuelles, et donc ils vont nous contacter pour obtenir une pompe à chaleur. Un particulier qui souhaite une pompe à chaleur dans une maison qui est une passoire thermique qui n'a pas été isolée, évidemment, c'est un projet qu'on va refuser. Une pompe à chaleur installée dans une maison qui n'est pas isolée sera en surconsommation. Il aura des factures qui seront très élevées. Et au final, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Donc le but, c'est justement dans cet accompagnement pouvoir le conseiller dans les différentes étapes à réaliser dans ces travaux.
quand on fait des travaux de rénovation énergétique, le but premier, c'est qu'on garde la chaleur dans la maison. Donc, on va travailler sur l'enveloppe, on va travailler sur l'isolation des murs, sur les fenêtres, sur l'isolation de combles, l'isolation de sous-sol, etc. Et après, on pourra justement étudier le projet de chauffage. Donc, le but, c'est toujours leur donner le bon conseil. C'est pas parce qu'ils veulent une pompe à chaleur qu'on va forcément leur installer. Dans une maison pas isolée, on n'installe pas de pompe à chaleur. Thomas Page, on évoquait tout à l'heure le nombre de dossiers bloqués dans le département. On a fait le constat. Maintenant, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux solutions éventuellement envisagées et envisageables. Vous, au niveau de la FFB, peut-être au niveau local puis national, quelles sont justement les recommandations que vous faites auprès de l'exécutif notamment ? Au-delà de recommandations, c'est ce que, on va dire, les combats qu'on mène. J'ai surtout parlé en local, vu que... Bien sûr, on est là pour ça. On s'est mobilisé auprès, donc évidemment, la DTTM de Gironde et le préfet, qui nous a reçus pour vraiment... en fait, l'important, souvent, la réno énergétique, on le voit, les premiers sujets qui ont été abordés, c'est quoi ? La fraude et tout ce qui ne va pas. Donc déjà, l'idée, c'était de montrer ce qui allait aussi, parce que mine de rien, il y a quand même des choses qui ont fonctionné, ça crée de l'emploi sur le territoire. Et l'idée, c'est de montrer qu'on essaie de s'organiser pour promouvoir une rénovation, enfin un écosystème autour de la rénovation énergétique vertueuse et locale, et que ça, il faut le promouvoir. Et après, ça a amené des chiffres et du concret. Les chiffres concrets, notamment sur la Gironde, c'est qu'aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure du conseil départemental et des 800 dossiers qui étaient en souffrance, en délai. Faut savoir que une personne, parce que souvent on en revient aux moyens humains et aux capacités de traitement, un ETP, un vacataire, un intérimaire sur une année, et c'est des données, on va dire plutôt pas optimistes et pessimistes, mais c'est au moins une centaine de dossiers que cette personne peut traiter. Une centaine de dossiers, si on raisonne sur la rénovation d'ampleur, en moyenne, la prime moyenne, c'est 40 000 euros, donc c'est 4 millions d'euros de travaux. Et ces 4 millions d'euros de travaux, en travaux induits, ça génère à peu près 7 millions d'euros de travaux. 7 millions d'euros de travaux, ça crée entre 70 et 100 emplois. Donc en gros, le recrutement d'un emploi en amène 100. Et ça apporte sur le territoire 3 choses très importantes. La première, c'est qu'on va sortir, parce que les instructions locales, tout le monde doit le savoir, ce sont pour les ménages modestes, c'est très modeste. Donc on va sortir des ménages, des foyers de la précarité énergétique. C'est quand même l'objectif premier. Le second, c'est que ça va permettre à des entreprises du bâtiment de créer de l'emploi. Et ça va bénéficier au territoire. Et en général, ce sont des emplois qui sont durables et non délocalisables. Et le troisième, c'est quand même l'objectif aussi, c'est que ça va dans la stratégie de transition écologique et tout ce qui va être économie d'énergie, réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est du concret. Donc concrètement, pour la Gironde, s'ils arrivent à trouver les manières d'avoir ces dizaines d'emplois de créer, on va résoudre le problème. D'accord. Donc il faut, en gros, embaucher localement. Et ça permettra de... Localement, en tout cas, il faut renforcer les équipes locales pour que ces dossiers soient instruits. Et là, on parle pas de solutions miracles, on parle de concret. Pourquoi pas se rapprocher de personnes qui bossaient avant pour des délégataires, qui ont l'habitude d'instruire des dossiers et qui peuvent donner un coup de main sur 6 mois pour... mener une opération coup de poing, résorber, que ce soit sur la Gironde ou sur les autres départements en souffrance, mais résorber ces délais qui sont inacceptables. Ça veut dire donc aussi qu'il faut trouver le budget au niveau des collectivités pour pouvoir justement embaucher. Voilà, soit le trouver en local, soit être aidé par le national. Et c'est là où on touche du doigt le millefeuille administratif français. Là, je maîtrise moins, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un emploi peut en créer 100 derrière, ce serait dommage de ne pas le faire. Julien Kozik, par rapport à ce qui vient d'être dit, justement, vous, c'est quoi votre position là-dessus ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour finalement réduire ces délais ? Quel type de solutions sont peut-être envisageables et à mettre sur la table ? Oui, je pense que tu viens de le dire. Effectivement, si on met plus de moyens humains sur la gestion et la validation administrative de ces dossiers, ça ne pourra que être bénéfique sur le délai de traitement de ces dossiers. Moi, je constate quand même que effectivement, il y a des choses quand même qui sont très positives, notamment du côté des entreprises. J'ai pu voir, ça fait 15 ans que je suis au Créac maintenant, j'ai pu voir vraiment l'évolution et la montée en compétences des professionnels qui ont fait beaucoup d'efforts sur ces questions-là, notamment sur des devis qui sont maintenant hyper complets, qui sont très lisibles, etc., sur leur formation, etc., etc. D'un autre côté, l'État aussi a fait des efforts. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'aide financière à la rénovation énergétique. Il faut qu'il fasse encore
petit peu d'effort sur le côté administratif parce que on est vraiment, on arrive au croisement, c'est-à-dire que c'est le monde des entreprises et le monde de l'administration qui ont du mal à trouver un terrain d'entente, et on est en train de le trouver, mais il y a encore quelque chose à faire, et je pense que l'administration française et l'ANA peut faire encore un petit effort et éviter de demander de refaire un devis parce qu'il manque un prénom, etc. etc. Enfin, des fois, on voit des choses qui sont un petit peu aberrantes. Voilà, les choses vont dans le bon sens. Et il y a la question de l'éco-délinquance aussi sur la réponse de l'ANA. Moi, il y a quelque chose qui, effectivement, avec lequel je suis d'accord, c'est que ces entreprises-là font beaucoup de mal au domaine de la rénovation énergétique, et malheureusement, elles sont vraiment minoritaires, mais on n'entend parler que de ça aujourd'hui. Quel message, vous, parce que vous avez vu dans le public, notamment les personnes aussi qui nous écoutent, beaucoup de professionnels, quel message vous souhaitez leur adresser finalement pour mieux coopérer finalement avec les services existants? Comment faire en sorte que tout ce petit monde-là se rencontre et arrive à s'entendre comme il faut? Alors, nous, on a au sein du CREAC un conseiller qui, depuis un an, est dédié à l'articulation avec les professionnels. Le but, c'est de créer des passerelles entre nous, on va dire conseillers France Rénov', les entreprises qui font, qui travaillent, quoi, qui font les chantiers, qui ont les mains dans le cambouis. Maintenant, je pense aussi que les pouvoirs publics doivent organiser ce genre de rencontres pour créer des passerelles. C'est très important de pouvoir communiquer, de savoir quels sont les freins des entreprises, quelles sont leurs difficultés, pour comprendre un peu quand on est instructeur, quand on a un dossier sous les yeux, plutôt que de le faire traîner parce qu'on ne comprend pas les choses. Essayer de comprendre ce qu'on voit dans un dossier de demande de financement, tout simplement. Laurent Nataf, quand on préparait aussi cette table ronde, vous insistiez sur l'importance de la rénovation d'ampleur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret avec les niveaux d'aide et les résultats éventuellement obtenus? Bien sûr, alors comme on le disait déjà, c'est le dispositif qui, depuis les aides à la rénovation énergétique, en tous les cas, qui est le plus vertueux pour moi, puisque celui qui permet d'obtenir le montant de prime le plus élevé. Vous disiez jusqu'à 63 000 euros. 63 000 euros, tout à fait. Donc pour un bleu, ce qu'on appelle donc un revenu avec un ménage avec revenu très modeste, et il permet en fait d'augmenter la note énergétique de 4 notes. Et en gros, pour vous donner un exemple très simple, aujourd'hui, si on passe de G à D grâce à une rénovation d'ampleur, sur un budget environ de 70 000 euros, on va pouvoir réaliser l'isolation des murs par l'extérieur, on va pouvoir changer l'ensemble des fenêtres, isoler également les combles perdus ou aménagés, et changer le mode de chauffage par une pompe à chaleur, et bien sûr le mode d'eau chaude. Alors souvent, on va coupler un ballon thermodynamique. Dans ce cadre-là, on obtient 63 000 euros d'aide, donc un reste à charge qui est de 7 000 euros pour le particulier, donc qui reste très faible, qui peut être financé via un éco-PTZ ou via d'autres systèmes de financement, donc avec des mensualités qui vont rester assez faibles et qui souvent sont couvertes grâce à l'économie d'énergie réalisée. Donc là, en fait, on a une maison qui se transforme complètement, même de l'extérieur, puisqu'on fait une isolation thermique par l'extérieur également. Une maison qui passe en lettres D, voire C même dans certains cas, donc avec une très bonne note énergétique qui permet en fait d'être serein sur au moins une vingtaine d'années pour le propriétaire. Et une maison donc, qui consomme peu, donc en fait, il y a tout qui s'améliore. Et donc là, on est vraiment sur la cible qu'on recherche, qui permet vraiment une transformation massive en fait de l'immobilier. Et c'est clairement ce qu'on va chercher. Les particuliers, alors ce que vous disiez tout à l'heure, c'était très intéressant sur justement le fait de recruter au niveau des départements, et c'est ce qu'on essaye aussi de passer comme message, à l'ANA. Après, on parle aussi beaucoup de fraude, et c'est vrai que ce qu'on demande également, c'est que pour faciliter en fait ce type de dossier, ce type de dispositif, on sait qu'il y a des fraudes. À partir du moment où il y a des aides, de toute façon, il y en aura toujours. Ce qu'il va falloir faire, pour moi en tous les cas, c'est qu'il va falloir en fait cadrer vraiment la partie contrôle. Resserrer, augmenter vraiment les contrôles, mais que ce soit les contrôles des chantiers, mais également le contrôle des entreprises, des MAR, des mandataires financiers, pour être sûr en fait que tout le monde respecte la même règle. Alors pour cela, il faut aussi que l'ANA donne une règle qui soit définitive et qui soit la même pour tout le monde et qui soit la même dans chaque département aussi, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, puisque d'un département à l'autre d'un dossier, on a des choses qui peuvent être différentes. Dans un département, il faut le faire d'une certaine façon et d'une autre façon dans l'autre. Mais voilà, en fait, qu'on resserre tout ça, que l'ensemble en fait vraiment du secteur
arrivent en fait à communiquer ensemble pour qu'on ait tous les mêmes règles, qu'on soit tous contrôlés drastiquement et de la même façon. Et il faut qu'on soit contrôlés drastiquement parce qu'on bénéficie tous d'aides d'État. Donc évidemment, c'est normal. Voilà, pour que ça puisse en fait après délivrer et que les particuliers puissent bénéficier de ce dispositif qui est vraiment génial au final. Je vous voyais sourire, messieurs, par rapport à ce que disait Laurent sur l'égalité en fait, de traitement d'un département à un autre, d'une région à une autre. Moi, je souris surtout pour le contrôle. Le contrôle, c'est bien, mais il ne faut pas que ça pénalise justement les 98% d'entreprises qui travaillent bien. Et là, aujourd'hui, c'est clairement ce qui se passe. Donc, là, c'est du contrôle plus intelligent et plus ciblé. Là, de toute façon, là, pour le coup, encore une fois, c'est un député de Gironde. Il y a un projet de loi de lutte contre la fraude qui est en train d'être voté définitivement et qui devrait favoriser justement les échanges entre les différents, que ce soit l'ANA, le PNC2E, enfin, tout l'écosystème qui peut contrôler, qui pourrait vraiment, avec Calibat, retirer les labels RGE aux entreprises fraudeuses. Mais c'est surtout être vraiment très dur avec les fraudeurs, mais sans pénaliser la majorité des entreprises qui sont vertueuses. Sinon, on en arrive à ce qui se passe là. Même une fois qu'on a terminé les chantiers, le temps qu'il y ait un contrôle d'un bureau Veritas, en ce moment, c'est 6 mois d'attente. Quand ils viennent. Et là, c'est un contrôle inutile. Complètement. Non, mais il y a tout le système en fait de contrôle clairement à changer, à modifier, à resserrer. Et en fait, toutes les entreprises doivent être contrôlées pour que justement les entreprises sérieuses qui représentent, je pense, 98% du secteur, soient par la suite moins contrôlées quand on a pu voir que tout était bien fait. Mais à mon avis, les contrôles, ils seraient efficaces si justement, comme le disait Julien, il y avait plus de communication justement entre les différentes parties prenantes. C'est une entreprise avertie. On peut voir 100 devis, on voit les 3 ou 4 qui sont des co-délinquants. Bon, ça se voit tout de suite. Voilà. Surtout en ce moment, à la mode du reste à charge à 1 euro, malgré normalement ce soit impossible, on voit de suite qu'ils trichent. Et ça sert à rien de bloquer le dossier de ceux qui font les devis en toute conformité. On va donner la parole dans quelques instants au public, si jamais il y a des questions à vous poser et vous interpeller directement. Mais finalement, ma dernière question, je la reprends parce que c'est la question fil rouge. Selon vous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire en région, au niveau local, au niveau de la Gironde, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette massification d'une rénovation énergétique d'ampleur ? On a cité beaucoup de solutions. Je pense que il faut plus de moyens humains. À un moment donné, c'est vrai que il fallait plus de moyens humains pour les entreprises. Les entreprises avaient du mal à recruter. J'ai cru comprendre avec la dernière intervention que ça va mieux, tant mieux. Il faut plus de moyens humains maintenant pour valider administrativement les dossiers auprès de l'ANA. Voilà, je pense que c'est une question de moyens humains. C'est, on va dire, une solution parmi tant d'autres pour permettre d'accélérer la rénovation énergétique. Les moyens humains, Thomas Page. Là, on parle toujours, il faut la stabilité et visibilité, mais moi je rebondirais sur ce que disait Julien, c'est surtout encore plus de communication et d'échange avec l'écosystème local. Plus on comprendra, les différentes parties prenantes comprendront les problématiques des autres et pourront aussi essayer d'apporter des solutions. Et au final, ça permettra de fluidifier et donc de massifier. Laurent ? Je pense être d'accord avec tout ce qui est dit. Oui, d'abord, évidemment, ouvrir les discussions, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui entre l'ANA, entre les pouvoirs publics et les entreprises. Ça, c'est primordial et il n'y en a que trop peu aujourd'hui. Et puis, évidemment, on le sait, beaucoup de dossiers bloqués parce qu'il n'y a pas assez de personnes et les directions départementales sont retrouvées avec une masse de dossiers qui sont amenés très vite en quelques mois. Donc, ils ont besoin de plus de monde. Et après, de façon beaucoup plus générale, que en fait, l'ANA est une vision plus long terme, c'est-à-dire au moins sur 2-3 ans, pour que les entreprises puissent justement se préparer, puisque aujourd'hui, en fait, personne n'est en capacité de dire qu'est-ce qui va se passer en 2026, on ne sait pas. Donc, on attendra la fin d'année pour anticiper, c'est compliqué. C'est compliqué en 2025, on l'a su qu'au mois de mars. Donc voilà, c'est surtout ça, avoir de la visibilité, avoir des échanges et avoir des règles en fait qui soient fixées qui soient les mêmes chez tout le monde. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Merci. Ne bougez pas, c'est pas encore complètement terminé puisque voilà, maintenant je me tourne vers le public pour savoir si jamais il y a des questions à poser. Vous êtes les bienvenus, on attend vos questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Je sors de formation justement en tant que chef de rénovation énergétique. Vous parliez tout à l'heure sur un chantier de 70 000 € de rénovation d'ampleur, un reste à charge de 7 000 €.
est-ce que la problématique n'est pas sur l'avance des travaux? Sur l'avance du... En attendant justement la prime rénov pour que le ménage puisse rénover, est-ce que la problématique ne se trouve pas sur l'avance pour que, on a dit tout à l'heure aussi que 60% des ménages renonçaient à faire leur chantier de rénovation. Est-ce que ce n'est pas une problématique, l'avance des frais? Alors c'est bien sûr une problématique, mais en fait l'avance des frais aujourd'hui, le vrai problème qu'on a là-dessus, c'est que les délais d'instruction sont tellement longs que quand la lettre d'octroi arrive, généralement on est en face de nous, on a des particuliers qui ont prévu leurs travaux et qui sont très en retard sur leurs travaux, puisqu'ils ne s'attendaient pas à attendre 6 mois, 5 mois, 7 mois pour pouvoir débuter leurs travaux. Et à ce moment-là, il est quasiment impossible de leur dire que on va encore patienter 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour bénéficier de cette avance. Donc après, les entreprises, ce qu'elles font aujourd'hui, c'est qu'elles jouent le jeu et elles avancent elles-mêmes en fait les frais de chantier. Et les entreprises se positionnent souvent en tant que mandataire financier de l'ANA pour après recevoir la prime au nom du client pour que ça puisse être déduit de la facture du client. Donc en fait, c'est une problématique aujourd'hui qui repose clairement sur les entrepreneurs. L'avance, moi personnellement, je suis pas pour. Je serais pour en fait qu'on raccourcisse les délais, de paiement. Pour moi, l'avance, en fait, ça a amené trop de fraudes. Et d'ailleurs, c'est les toutes premières fraudes qui sont arrivées début 2024 quand l'avance à la rénovation d'ampleur a vu le jour. Sur un dossier pour un foyer bleu, on pouvait bénéficier de 70% d'avance. Les problématiques sont très simples. Un mandataire financier peut récupérer ces avances-là et ne jamais faire les travaux. Un particulier peut également récupérer son avance et avoir des problèmes financiers, de ne pas pouvoir en fait après utiliser l'argent pour faire des travaux. Donc ça mène trop de problématiques et potentiellement trop de fraude. Le vrai sujet pour moi, c'est qu'à partir du moment où une lettre d'octroi vient, l'entrepreneur fait ses travaux et à vérification du chantier doit pouvoir être payé très rapidement. Ça va pas être tout de suite et c'est pour ça que nous on se positionne là-dessus et qu'on a décidé en fait de travailler avec une banque pour justement avancer la prime tout de suite. Mais pour moi en tout cas, l'avance n'est pas forcément la bonne solution. Elle entraînerait trop de problématiques. Le partage, le plus gros frein, c'est les délais d'instruction. Une fois que la lettre d'octroi arrive, attention, suivant soit ces entreprises une entreprise qui gère tous les travaux, mais bien souvent c'est en multilot. Et là, du coup, il faut que les entreprises, les artisans entre eux se coordonnent. Et quand on n'a pas de visibilité sur quand la lettre d'octroi va arriver, ça va rajouter du délai au délai parce que il faut faire les travaux dans le bon ordre. Donc, si on était certain que, admettons, le délai moyen d'instruction en 1 mois et demi, on avait une réponse, là, ça permettrait de planifier et d'optimiser les déroulés de travaux et de donner la confiance aux ménages, parce qu'il serait que si leur dossier est déposé, d'ici 2 mois, ils ont une réponse, ils peuvent espérer des démarrages de travaux à 3 mois ou 4 mois. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pour votre question. Une autre question dans le public? Bonjour. Bonsoir. J'avais une petite question. Nous, on est accompagnateur Rénov'. Et vous aviez dit qu'il y avait eu à peu près 1000 dossiers déposés à l'heure actuelle dans le secteur. Et on a reçu une communication quand il y en avait à peu près 800. Et visiblement, il y a des doutes quant au paiement de la totalité des dossiers qui ont été déposés en 2025. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup plus que 1000 dossiers déposés. Je disais qu'il y avait 1000 dossiers en attente d'instruction qui correspondent. Donc, je crois qu'il y en avait à peu près 200 de Bordeaux Métropole et 800 du département. Là, on parle de dossiers d'instruction. On ne parle pas de dossiers de délai de paiement. D'accord. Et donc là, enfin, je pense que les entreprises qui sont présentes ici, on aimerait déjà que tous nos chantiers de 2024 soient payés avant de parler de ceux de 2025. Malheureusement. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs, d'avoir répondu gentiment à mes questions et aux questions également du public. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant. Le Réno Tour se poursuit avec une seconde table ronde. À tout de suite. Merci.